Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. SCO d'Angers, Racing Club de Lens, victoire des Lensois 2-1 au terme d'un match de mode purge horrible. Je l'ai revu, c'est compliqué. Après, il y a quand même des choses intéressantes, mais offensivement, très peu, et on peut remercier le soleil et Petkovic pour ce retournement de situation, sinon on était plutôt mal barré. Vraiment, t'es un peu emmerdé parce que c'était vraiment une purge et que je pense que Francaise ne devait pas être très content puisqu'il attendait beaucoup de ce match. Alors pour ceux qui me connaissent sur Twitter, je pense beaucoup à Tentacleman et Roulian Ross. Petit aparté, je vous montre, c'est la chaufferie devenu bureau, voilà, les petites étagères derrière moi, voilà. C'était une chaufferie avant, la fameuse chaufferie de. Alors derrière, c'est un néon qui m'éclaire parce que la lumière est pas encore faite, c'est pas encore peint. Mais voilà, c'est devenu mon bureau pour moi travailler, voilà. Les petites notes sont là, on les voit, c'est mon bureau de travail. Voilà, je suis infirmier libéral et il me fallait absolument un bureau pour moi travailler parce que je travaillais dans ma chambre depuis quelques années et c'était un peu le bordel, mais c'est comme tout, quand on a une maison et on fait les travaux au fur et à mesure. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Il y a quelques semaines, quelques mois, on faisait les live Twitter enfermés dans la chaufferie. La chaudière se trouve là, on a refait du placo, voilà, tout le monde s'en fout, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Et voilà, là c'est ici, là, derrière il y a la chaufferie, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, c'est pour le petit aparté, donc je ferai mes vidéos là, c'est mon espace de travail. J'en suis très content, c'est voilà, c'est une satisfaction personnelle, les choses avancent. Lentement, mais sûrement. On s'en fout. Allez, next. On passe au match. On va déjà commencer par la compo avec Leka dans les buts, qui va enchaîner ces deux matchs. Donc le premier là. Euh, je suis d'accord avec ce système-là, mais on va être obligé de comparer les deux gardiens. Donc ne pas le faire, ça serait pas bien. Donc je vais comparer au match de Farines parce que le but c'est aussi de les mettre en concurrence. Au-delà du fait qu'ils soient tous les deux des titulaires, pour moi il faut absolument les mettre, les comparer. Donc on les comparera dans la notation de l'EK. Retour de Gradit de la perceuse, ça m'a fait très plaisir et on a vu que ça avait eu son importance dans ce match, avec bien sûr Medina à gauche et Danso en centrale, milieu de terrain, ça bouge pas, c'est la paire Seko Fofana, Doucouré à droite, Klos à gauche, Aïdara titulaire depuis 3 matchs. Je suis sceptique, vraiment sceptique quand on a Machado sur le banc. Moi je suis très fan de Machado. L'année dernière, je l'ai beaucoup suivi parce que je regardais pas mal la Ligue 2. Bon, là, cette année, je regarde beaucoup moins parce que j'ai pas le temps. Et l'année dernière, j'ai quand même beaucoup plus regardé. Moi. C'est parce que j'avais tellement l'habitude de regarder la Ligue 2 que c'est vrai que je me faisais je prenais quand même du temps pour la regarder parce que j'avais gardé l'habitude. Mais cette année, pas trop. Mais l'année dernière, Machado m'avait vraiment plu. J'avais même dit à plusieurs reprises que je l'aurais bien vu chez nous en piston gauche, c'est le chaînon manquant un peu de l'organisation de Francaise. Et force est de constater qu'il a accumulé beaucoup de malchance. Le Frankowski qui lui a soufflé le pion, et puis derrière il se blesse. Mais là, il est là, alors est-ce qu'il n'est pas à 100%, etc. Et que Aydara doit originellement prendre sa place puisqu'il n'est pas dispo. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère franchement qu'il va avoir sa chance parce qu'il pourrait montrer des choses. Voilà, c'est le gros aparté. En numéro 10, Gaël Kakuta, voilà, titulaire, troisième titularisation. Voilà, c'est un numéro 10, donc c'est bien qu'il soit à son poste. Et puis devant, le duo Sotoka Kalimwendo, en attendant peut-être Saïd, parce que je pense que c'est pas le meilleur duo de notre équipe. Je pense que le meilleur duo c'est Kalimwendo Saïd. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, et puis Sotoka fonctionne très bien dans le plan de Francaise en descendant un peu plus au milieu de terrain.
Bon, voilà la compo. Donc c'est une compo assez classique. On est retourné sur du 3-4-2-1-2 que Francaise adore. Et je pense que physiquement on est mieux et surtout mentalement on est mieux. Donc c'est un peu plus facile. Et puis avec un numéro 10 comme Kakuta, c'est clair que se passer de ce type de dispositif est un petit peu suicidaire. Surtout que de le mettre à droite, ça marche pas du tout. On l'a vu depuis le début de l'année et puis depuis quelques matchs avant. Voilà, il est beaucoup mieux en 10. Enfin, beaucoup mieux en 10. On va voir après. On va commencer par les notes. Eh ben, moi je mets la note de. On va commencer par les cas. Je mets la note de 4 à l'écart. Voilà. Moi je trouve que c'est pas suffisant. Sur Twitter, on s'est un petit peu écharpé dans une discussion qui était très intéressante sur le cas Farinez. Moi j'ai été beaucoup plus rassuré par Farinez contre Lyon, ou même s'il y a une frayeur de fin de match, il n'est pas encore sûr dans ses sorties, parce que c'est pas le point fort des gardiens Sudam, on le sait. Dans les relances, c'était beaucoup mieux au fur et à mesure du match, surtout ses reprises de volée assez précises, qui doit encore travailler, parce que je pense qu'avec ses reprises de volée assez claquées, il est capable de créer de la profondeur. J'ai trouvé les cas extrêmement moins bons que lui, beaucoup plus stressant à voir dans toutes ses prises de balle. Alors il y avait du soleil, c'est vrai. Enfin, il peut mettre une casquette, il l'a déjà fait, d'une. Ça, je comprends pas un gardien qui met pas de casquette quand il y a du soleil. Voilà. Il l'a déjà fait et j'ai trouvé que ses prises de balles étaient pourraves. J'ai trouvé que ses relances étaient dramatiques. Il faisait des relances dans l'axe, ras de terre, complètement manquées, qui nous prenaient la pression tout le temps par rangée. Il peut pas faire grand chose sur le très joli but du plongeur Fuggini, là, l'excellent plongeur italien. Voilà, de faire de la plonge artistique. On y reviendra après. Mais voilà. Très. Moi, j'aime bien les cas. Pour moi, c'est un bon gardien de Ligue 2 et un gardien de maintien Ligue 1. Mais pour du top 10 Ligue 1, il n'est pas au niveau. Après, il a tellement apporté au niveau du vestiaire. On peut pas, ça, on peut pas l'enlever. Mais moi, j'ai jamais été convaincu par Jean-Louis Leca. Voilà. Il est capable de nous sortir une masterclass, un match sur 5. C'est pas assez pour. C'est pas assez en Ligue 1. Il faut sortir des masterclass tous les 2 matchs. Il faut être bon tout le temps, mais c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas efficace. Voilà. Alors il a fait 2 arrêts, mais c'était 2 têtes en manquant de puissance sur sa ligne. Ça va, il n'y a pas besoin d'être un gardien star pour les arrêter. Hein. En plus, il fait un arrêt, il tape le poteau, je me suis dit qu'il allait finir blessé. Mais enfin, voilà, match insuffisant. Moi j'attends mieux de l'ECA parce qu'il est capable de faire mieux. Et puis il a eu de la chance, c'est qu'il avait une très bonne défense ce soir. On va commencer par. Enfin, ce soir, dimanche après-midi. Et je suis fatigué. Danso, la note de 7. Bah, j'ai trouvé que Danso avait fait un bon match. Costaud dans les duels. Après, c'est pas une perceuse, c'est pas un méga relanceur, on le sait. Voilà, c'est vrai que dans l'optique de jouer comme joue Francaise, il faudrait un défenseur central d'axe hyper bon dans la relance. Il ne l'est pas, mais c'est un excellent joueur de duel. Il a mis Mohamed Ali Chaud dans ses poches, et ça, moi je suis désolé. Mohamed Ali Chaud, c'est un excellent jeune joueur, très jeune joueur et très talentueux. Malheureusement, il est très jeune et il s'est fait mettre dans la poche de Danso, la repartie avec, et ça l'a peut-être fait un petit peu craquer. Il a peut-être un petit peu cherché à, le penalty, on y reviendra aussi sur sur ce carton rouge hyper sévère. Enfin bref, pour moi, il n'y a pas simulation, mais bon, on y reviendra. Mais en tout cas, bonne prestation de Danso qui s'est pas laissé faire par l'excellent attaquant qui est Mohamed El Dalicho. Ça donne le niveau de la presta de Danso. J'ai mis la note de 8 à Gradit et Medina. Je ferai à peu près le même résumé pour les deux. Excellent dans les anticipations, excellent dans les intervalles, des bonnes passes de relance. Medina, il commence à faire du Grady, c'est-à-dire des percées. Il en a fait un petit peu moins quand même face à Angers, mais il en fait de plus en plus et ça me plaît. Ce qui veut dire que les deux centraux de côté sont capables d'apporter du surnombre sur le côté. Le problème de Medina, moi je vais vous le dire, c'est qu'il n'a pas de doublette comme Gradit avec Klaus, puisqu'Aïdara est incapable d'être offensif, ou l'est très peu. Donc c'est vrai que c'est plus embêtant pour Medina, et ce qui veut dire qu'il est plutôt un cran encore au-dessus, c'est-à-dire qu'il va souvent se mettre dans l'axe,
Le problème, c'est qu'il faut absolument redescendre pour défendre parce que du coup, il n'y a plus personne. Il y a plus personne à gauche à part Aïdara et c'est compliqué face aux fusées angevines. Mais en tout cas, les deux ont été très bons et très bons retours de Grady qui, je trouve, apporte un plus à la défense. Il y a une défense avec Grady et une défense sans Grady. Voilà, c'est clair, faut le dire. Faut le dire. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Seko Fofana. Match moyen. J'ai trouvé peu en jambes. Un peu plus absent. D'ailleurs, il n'avait pas été non plus hyper puissant face à Lyon. J'avais trouvé qu'il n'avait pas été terrible. Là non plus, je pense qu'il accuse un peu le coup physiquement. Moins de percussions, très très peu de passes en avant. C'est pas lui qui a fait le jeu, mais de toute façon, c'est pas à lui de le faire. On le sait très bien. Et j'ai trouvé qu'il avait été il avait été moins trouvé que d'habitude, mais de toute façon, on a très mal joué. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Mais en tout cas, match moyen, j'ai trouvé il y a un meilleur. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand l'équipe est dans une bonne période, je trouve Seko Fofana beaucoup moins dans la lumière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Seko Fofana est beaucoup plus fort quand l'équipe est dans le bad, parce qu'il essaye de prendre pour lui et d'aller au but, d'être décisif, que lorsque ça commence à bien tourner ou que ça tourne mieux dans les résultats et surtout que certains joueurs sont plus en forme, je trouve qu'il est un peu plus éteint. J'ai l'impression qu'il se fait un peu prendre par le collectif. C'est-à-dire que quand le collectif commence à revenir, on voit moins Seko Fofana. Alors ça paraît logique, mais dans un sens, je trouve que si on avait le collectif et Seko Fofana en mode Lille, Saint-Etienne, tout ça, on serait beaucoup plus fort. Moi, je trouve Seko Fofana moins fort quand il est dans un collectif qui tourne mieux et qui dépend moins de lui. C'est assez perturbant, d'ailleurs. Je trouve que ses prestations... D'ailleurs, je trouve on joue mieux quand Seko Fofana joue moins bien. C'est un peu bizarre, mais... Bon. J'ai mis la note de 6 à Doucouré. C'est un bon match. C'est un match correct. Pas un bon match parce qu'il fait un travail de long, mais j'ai trouvé beaucoup moins... il a rattrapé quelques coups, mais je l'ai trouvé moins présent que d'habitude. Donc c'est vrai que je mets match correct. Après, c'est pas un mauvais match, hein, mais c'est pas non plus un match éclatant comme il a montré depuis quelques temps. Il peut aussi être moins fort sur quelques matchs. De toute façon, ce joueur-là, il partira cet été pour une grosse somme. Je pense que personne n'est dupe. Si Seko Fofana est aussi fort sur les matchs, c'est parce que Doucouré est derrière pour récupérer tout et qu'il est capable d'anticiper. Il a un petit peu une façon de jouer avec toute proportion gardée, à la Verratti. C'est-à-dire une très bonne technique, une capacité de récupération, une capacité de nettoyage du ballon qui fait qu'il peut largement jouer dans un top 3 Ligue 1. Pour moi, il a le niveau. Voilà. Donc c'est un joueur pareil qui va partir pour une grosse somme. De toute façon, il ne faut pas rêver. On gardera pas la moitié des titulaires, mais on les vendra très cher. Et ça change de d'habitude parce que la dernière fois qu'on a vendu un joueur 10 millions d'euros, c'était Varane il y a 1000 ans. Donc le problème, on a vendu Badé, mais on était en Ligue 1. Mais je veux dire, voilà, ces sommes-là vont commencer à arriver, c'est-à-dire des 10, 15, 20 millions d'euros. C'est aussi pour ça que les équipes de Ligue 1, type Angers, etc., arrivent à recréer des effectifs parce que les quelques gros joueurs qu'ils ont, ils les vendent très cher. Donc c'est ça la Ligue 1, on vend très cher. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, ça fait partie des joueurs qui vont malheureusement partir. Et pour moi, je pense que c'est logique. Ça fait 4 saisons qu'il est chez nous. Il a rendu de très bons services. Il veut aller jouer la Ligue des Champions, voire beaucoup plus haut. Bah, il le mérite, quoi, clairement. Mais voilà, match correct de la part de Doucouré. Il déçoit très peu depuis quelques mois. Il est vraiment au niveau. Franchement, c'est clair. J'ai mis la note de 8 à Jonathan Klaus. Il fait un très bon match. Voilà, autant défensivement qu'offensivement. On a retrouvé le Jonathan Klaus du début de saison. Son interview est très intéressante où il explique que il a été très 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 mal après sa non-sélection en équipe de France. Je pense qu'il y croyait vraiment. L'absence de convocation l'a complètement sabordé. Il est tombé un peu dans la dépression où il n'était pas bien du tout. Ça s'est ressenti et je pense que
il veut plus entendre parler de l'équipe de France parce que je pense qu'il aborde le truc, il a abordé le truc de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'il s'est cru arriver, je pense, parce qu'il y avait une pression médiatique. Et je parle pas que parce que beaucoup parlent de Twitter. Attends, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que nous sur Twitter qui lançons des hashtags Klaus et EDF. Il n'y avait pas de ça. Hein. Sur toute la presse footballistique, ils étaient dithyrambiques sur lui, en comparant à Léo Dubois, qui était son concurrent principal, puisque Pavard est au-dessus, dans la tête de Deschamps, je parle. Hein. Mais clairement, ça lui pensait qu'il allait y arriver. Donc, faut recommencer tout à zéro. Maintenant, les stats sont là. Hein. 9 buts, 9 passes décisives, 4 buts. Bah, je suis désolé, il a marqué 2 fois en 2 matchs. Moi, je suis désolé. C'est un des défenseurs latéraux les plus prolifiques, voire le plus prolifique, voire même défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats. C'est pas, c'est pas anodin. Hein. C'est ma chaudière qui se déclenche. Je suis désolé, ça va faire un bruit de fond, mais il n'y a pas le choix. Ça... Attendez, je vais faire un petit truc. Hop. Oui, alors voilà, une petite coupe. Donc je disais, il a vraiment accusé le coup et il faut qu'il redémarre tout à zéro. Mais voilà, c'est un des meilleurs défenseurs en termes offensifs. J'ai trouvé qu'il avait fait un super match. Ses centres ont été très dangereux. Il a bien étudié le soleil, je pense à mon avis, parce que sur ses 2 centres décisifs, je pense qu'il a bien joué le coup. Et voilà, c'est bien, il est heureux et je pense qu'il a mis tout ça. Alors, l'interview de Prime Video qu'un 6, d'ailleurs, Franck Hayes en a eu ras le cul parce que je pense qu'il a perdu son joueur à cause de ça, donc il est extrêmement prudent là-dessus. Je pense qu'il veut plus entendre parler de l'équipe de France chez Joe Klaus qui a complètement été touché par ça. Maintenant, on verra bien. Hein. Voilà, moi, malheureusement, je pense qu'il n'a pas le niveau. Sur ces derniers mois, il n'est pas au niveau pour y aller, à moins que Deschamps décide de l'appeler. Mais je pense qu'il faut qu'il reparte à zéro dans son combat. Et il a des chances d'y aller. Voilà. Moi, je pense que s'il enchaîne les passes décisives et les buts, il a des chances de crever l'écran et de pouvoir y aller. Maintenant, faut qu'il évacue ça de sa tête et qu'il prenne du plaisir. Enfin voilà, on focalise pas sur une sélection comme ça, il va se péter la tête. D'ailleurs, il s'est pété la tête, donc il faut qu'il reprenne un petit peu le flou du truc. Euh, Aïdara, j'ai mis la note de 4, match insuffisant. Toujours la même chose, excellent défenseur, mais très mauvais piston offensif. Il n'y a rien de son côté qui arrive. Moi, j'ai envie de voir Machado, vraiment. Vraiment, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Voilà, je le dis. J'ai mis la note de 3 à Gaël Kakuta. Mauvais match. C'est du mauvais Gaël Kakuta. Il a raté tout ce qu'il a fait. Il n'a pas été bon du tout. Et du coup, on a fait un jeu de merde. Parce que comme on n'avait pas un 10 à la hauteur, voilà. Ça détruit l'équipe. C'est pour ça aussi qu'il va falloir recruter. Parce que je pense que notre ami Gaël Kakuta, c'est un cycle court. On en reviendra dans le briefing. Mais voilà, l'arrivée de Poreba pourrait nous aider. Parce que tu mets un mec comme Bouffal ou Fujini dans cette équipe, t'as beaucoup plus de buts. Hein. Enfin, moi je le pense sincèrement. Avec même un Jesse démingué, hein, tu marques beaucoup plus. Moi j'en suis persuadé. Je dis pas que Kakuta il est mort. Je dis juste que déjà il s'est blessé, il a du mal à reprendre et que c'est pas l'avenir. Et je pense que c'est pour ça que je parle de cycle court. Voilà. Mais là c'est un mauvais match. Hein. Moi je suis désolé, il est pas à la hauteur. J'ai mis la note de 2 à Arnaud Kalimuendo. Très mauvais match d'Arnaud Kalimuendo. Je trouve qu'il n'a pas été assez présent. C'est pas comme contre Lyon où il a eu vraiment des choses intéressantes. Là, il n'a rien fait. Il a été nul. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il est jeune. Donc ça, on peut lui pardonner parce qu'il sera pas régulier avant un moment. Mais le problème, c'est que si tes attaquants sont pas au niveau et que t'en as pas sur le banc, ou que t'en as mais qui sont pas bons, c'est compliqué quand même offensivement. Même si c'est le grand Twitter, on nous explique que c'est que la défense, mais là quand la défense va, ça change pas le problème, il n'y a pas de but. Donc voilà, on a marqué 2 buts avec de la touche, mais s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de but, on perd 1-0 comme des merdes parce qu'il n'y a personne capable de mettre des buts. Donc voilà, quand la défense va bien aller, on va plus avoir le même débat, le débat ça va être le milieu de terrain. Non, c'est offensivement, il y a un problème, il faudra recruter et le Racing Club de Lens va recruter parce que je pense que tout le monde a vu qu'il manquait de talent offensif dans l'équipe, clairement. Pour être sur du top 5. Disons-le, il faut dire les mots. C'est aujourd'hui, pour être dans du top 5, il faut un grand attaquant. Voilà. Strasbourg a recruté Gamero, c'est un grand attaquant et on voit qu'il pèse dans les matchs, même s'il joue pas tous les matchs, il pèse dans les matchs et c'est une des meilleures machines offensives
de France. Donc voilà, avec une meilleure attaque, on serait dans le top 5 beaucoup plus facilement. C'est mon avis personnel et ça le reste. J'ai mis la note de... Oh, j'hésite. Je mets la note de 5 à Sotoka, match moyen. Parce qu'il a toujours cette abnégation, il récupère des ballons. Mais je trouve que c'était moins palpitant que contre Lyon. Donc voilà, je trouve qu'il était plus haut. Je pense qu'il est mieux plus bas. Malheureusement, s'il est mieux plus bas, il faut il faut un attaquant qui marque. Ça va être compliqué, hein, Sotoka dans l'avenir aussi, parce que dans quel poste il va jouer? Il va jouer en numéro 6, 8. Compliqué. Bon, enfin, en tout cas, il a prolongé, donc à voir dans quel système il va l'incorporer à Hayes l'année prochaine. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur l'année prochaine. Ça va être une période très intéressante, ce mercato, et ça va être une saison très excitante aussi, parce que va y avoir pas mal de changements, c'est clair. On le sait très bien. Hein, on le sait très bien. Au niveau des remplacements, je mets la note de 2 à notre ami Ganago, très mauvaise rentrée. Il doit le mettre, hein, le 3-1. L'espèce d'extérieur raté, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est complètement dingue. Comment il peut louper ça? Ils avaient deux grosses occasions. Hein. Et moi, je te dis, c'est pas normal de louper des occasions comme ça. Il est vraiment plus là. Et franchement, je préfère encore mettre Baldé. Hein, parce que ses rentrées sont pas du tout à la hauteur. Ça m'énerve en fait. Parce que il a des occasions. Il doit être plus tueur que ça. Il doit pas faire n'importe quoi. La balle, l'appel est bon, mais la finition elle est dégueulasse. Il va falloir qu'il travaille, hein, parce que franchement, c'est un peu compliqué hein, quand même. J'ai mis la note de 7 à Pereira da Costa. Je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a apporté, techniquement, il a su un petit peu refaire monter le bloc. C'est une bonne rentrée du gamin. Bon, je note pas Berg, il est rentré 2 secondes. Donc voilà, mais Pereira da Costa, c'est l'avenir du club, clairement. Mais le problème, c'est qu'il tient pas 90 minutes. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais très bonne entrée. Très bonne entrée. Euh, il me manque un. Ah non, non, il m'en manque pas. Égalé. Ah, je cherche. Excusez-moi, je cherche pour Frankowski. Entrée catastrophique de Frankowski. Alors là, il m'a saoulé. Déjà, on gagne avec de la chatte. Il rentre, il fait des fautes n'importe comment. Il prend un jaune, il sera suspendu contre Metz. J'y reviendrai dans le débrief. Il fait une faute sur la dernière minute du match, un coup franc super dangereux. Il a été nul à chier. Nul à chier. Et je trouve que là, il est en train de perdre un peu le fil, Frankowski. D'une, je sais pas s'il apprécie aller sur le banc. J'ai pas l'impression que c'est son. Il kiffe ça. Et de deux, je trouve qu'il est de moins en moins. Il est plus dans le coup du tout. Alors, il va falloir quand même faire attention. Hein, parce que, en tout cas, il est pas là contre Metz. Ça me plaît. Parce que je pense qu'il y en a un qu'on va voir. On y reviendra. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parce que Berg, c'est pas la peine. Il est rentré 2 secondes. Mais enfin, bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est une demi-saison d'adaptation. Hein. L'année prochaine, il sera titulaire, hein, c'est sûr et certain. Moi, j'en suis persuadé. Mais bon, il va falloir quand même qu'il enchaîne des minutes pour rentrer un peu dans le bain de l'action, quoi. Voilà. Donc, on va faire le débrief du match. Ben, ça commence par un match complètement raté. Hein. Dès le départ, on se fait bouffer par Angers. Fulgini et Bouffal nous bouffent la gueule. Derrière, on n'arrive pas à enchaîner. L'Eka avec ses vieux ballons pourris, il nous fout la pression à chaque fois. Mais on arrive bon gré mal gré à arriver à la mi-temps à 0-0. Alors on a quelques occasions dangereuses hein, qui font que les Angevins ils sont un peu sur le qui-vive. Faut penser aussi que c'est un match un peu de la peur. Alors entre guillemets, hein, mais j'ai trouvé que ça faisait ça cette première mi-temps. Entre un Racing Club de Lens qui s'y perdait, finissait la saison en roue libre parce qu'il fallait plus parler du tout d'ambition européenne, entre guillemets, voire même de top 10 parce qu'on n'était pas loin d'en sortir. Donc c'était vrai que c'était un match charnière où, comme les autres avaient fait des mauvais résultats, on pouvait espérer recoller
au top 5 pour être hyper excité sur la deuxième partie de saison. Donc il y avait aussi ça, et puis le fait qu'on était convalescent et que à l'extérieur on est très mauvais, et que du coup c'est quand même c'était un match stressant pour Lens et pour Angers. C'était arrêter l'hémorragie parce que là il rebasculait du mauvais côté de la pente et il n'était plus aussi loin de la zone de flottaison, ce qui peut mettre un coup de pression à cette équipe qui pourtant a un très beau groupe, mais qui a du mal à enchaîner. Batik a du mal à faire prendre la mayonnaise. Compliqué. Après, il y a peut-être des joueurs qui pensent à la saison prochaine. Je parle de Fulgini ou Mohamed Alichou, qui sont des joueurs qui vont être extrêmement courtisés et qui sûrement vont quitter le club. Et quand c'est comme ça, voilà, quand on sait qu'il n'y a rien à aller chercher, on est peut-être un peu plus prudent et on est peut-être un peu moins chaud, clairement. Mais trouver cette première mi-temps du catastrophique, on n'avait aucune envie. Le problème, c'est qu'on peut pas toujours jouer que contre les gros et que cet effectif-là doit trouver l'envie. C'est incroyable, quoi. Et en plus, il y avait beaucoup d'attentes. Hein. Il avait mis la pression à son effectif en disant on a fait une belle prestation contre Lyon, moi j'en attends beaucoup contre Angers. Je pense qu'à mon avis, dans les vestiaires, il a dû hurler la mort. Et moi je l'avais dit, on va s'en prendre un. J'ai eu un appel entre deux parce que j'avais les trans à faire à ma collègue qui me remplaçait. Ouais, j'avais les trans à avoir, parce que quand j'ai été remplacé, je travaillais pas, donc elle devait m'appeler pour me faire les trans. Le problème, c'est que du coup, j'ai loupé le début de la deuxième mi-temps, et ben, quand j'ai ouvert le truc, ça faisait 1-0, mais j'étais très peu étonné. Je me suis dit, bah, c'est normal, hein. De toute façon, on a joué comme des prunes, il fallait s'en douter. Je me suis dit, c'est Fulgini qui a marqué, il a fait une super frappe. Quand j'ai revenu en arrière, bah, ça n'a pas loupé, c'était ça, hein. Magnifique frappe, bien servie par Bouffal. Fallait s'en douter parce que vu comment on était nul, je me suis dit que si Bouffal et Fulgini s'énervaient un peu, on allait en prendre un dès le départ. Donc je me suis dit que c'était fini. Parce que quand on joue comme on joue là, il n'y avait pas de miracle à avoir. On a commencé quand même à remonter un petit peu. Et puis le carton rouge nous met bien. Alors je note notre ami Léonard, hein, catastrophique. Catastrophique l'arbitrage. Il a dézingué des cartons à tout va, n'importe comment. Après, il y en avait qui étaient bons, hein, mais il a trop joué du carton. Franchement, il n'y avait pas de simulation de Mohamed Ali Chaud. Moi, je trouve ça extrêmement sévère. Il y a un duel avec Danso. Danso touche le ballon. Après, Danso, c'est une armoire. Donc, Mohamed Ali Chaud l'avait déjà explosé au contact. Il explose à ce contact-là. Il n'y a pas simu, quoi. Il n'y a pas faute, et puis point barre, il n'y a pas de carton. Mais je pense qu'il a payé pour l'ensemble de l'œuvre de l'équipe d'Angers, qui est en mode plongeon tout le match. Ah, c'est terrible. Il y a du talent. Mais alors, j'espère que si Fulgini va à Lens, il va pas faire ça parce que je pense que tout le monde va le dézinguer. Hein. C'est horrible, ils sont tout le temps en train de plonger, et lui il fait tout le temps ça, Fulgini. Je trouve que c'est un excellent joueur, mais alors qu'est-ce qui m'agace à tomber comme ça? Et je pense il a ramassé pour tout le monde. Alors le premier carton, bah il y a un coup de coude, hein, il est mérité, mais enfin bref, c'est Léonard. Il doit mettre un rouge, hein, Frankowski. Hein. Il prend jaune, mais pour moi, il y a un rouge. Hein. Il lui défonce la cheville. Hein. N'importe quoi, Frankowski. C'est pour ça que c'est mal arbitré, parce que il va mettre un rouge à un kiné, n'importe quoi. Enfin, c'est un mécouille. Hein. C'est un mécouille complet. De toute façon, l'arbitrage mécouille. Hein. On y reviendra un petit peu dans l'aparté de fin de vidéo, mais l'arbitrage français, il va falloir quand même. Et ça serait bien d'avoir les micros parce que j'aimerais bien entendre ces gros cons là raconter ce qu'ils ont à raconter parce qu'il y a des décisions. J'aimerais bien écouter. Hein. Franchement, j'aimerais bien écouter. Enfin bref. Euh, En tout cas, la deuxième mi-temps, c'est le carton rouge qui nous met bien. Et après, on arrive à reprendre un peu le dessus. Et Jonathan Klaus a un peu plus de liberté parce que Mohamed Ali Chaud peut pas aller trop dessus puisqu'il est plus sur le terrain. Et il commence à centrer, à canarder. Et le premier but, c'est le but gaguesque par excellence. Mais derrière, on n'a pas relâché la pression. Après, on n'a pas mieux joué, hein. On a juste eu plus le ballon. Puis derrière, l'enroulé assez fort, il la met super bien puisqu'elle rentre. C'est pas voulu, hein.
Il a voulu centrer fort parce qu'il a joué avec le soleil. Résultat, il l'a mis pleine lucarne. Bon, bah, c'est tout, c'est super. Ça fait 2-1. Après, défensivement, on les a endormis parce on a été très costaud défensivement. Voilà. Maintenant, les conséquences. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Les changements n'ont rien apporté. Ganago a encore foiré. Je vois quand même un Francaise contrarié. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est super pas content de ce qui se passe en ce moment sur le terrain et que bah, clairement il se pose pas mal de questions sur ce qu'il peut faire ou pas pour que ça aille mieux. Maintenant, il y a des résultats, donc c'est vrai que c'est assez gratifiant. Maintenant, pour être sincère, on gagne sans bien jouer. On a pas mal joué face à Lyon là, clairement, mais je trouve que c'est des petites étincelles dans une nuit assez noire depuis quelques mois. Et j'ai quand même l'impression que Francaise, il devient un peu épicier, moi. J'ai l'impression qu'il commence à se dire, bah, mon jeu, ça marche plus. Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'avec un banc de qualité, tu peux jouer comme tu joues tout le temps. Mais ça veut dire qu'il faut mettre des gars sur le banc quand ça va plus. Mais là, le problème, c'est qu'il le fait pas parce qu'il peut pas le faire. Ou qu'il ne le veut pas sur certains postes. Mais en tout cas, voilà, un Machado aurait peut-être pu apporter un peu à gauche. Je le répète et je vais le répéter souvent. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est pour un joueur qui s'appelait Landrich. J'étais fou, je voulais voir Landrich. Je voulais voir Landrich, hein, parce qu'en plus, enfin, c'est un petit peu la partie. Landrich en jeune, parce que moi j'avais été voir quelques matchs et puis j'avais un pote qui allait le voir. Bah, il jouait bien ce qu'on a. Le problème, c'est qu'il s'est foiré contre Auxerre et puis c'était terminus. Et puis il y a eu beaucoup de pression dans l'équipe à la base pour plus qu'il joue parce que c'était compliqué. Mais en jeune, il a marqué beaucoup. Ah, mais la dernière fois que j'ai poussé pour un joueur, c'est pour lui. Donc c'est dire qu'on ne verra pas Machado beaucoup. Mais je pense qu'on va le voir parce que les conséquences du match, c'est qu'on est sixième, presque européen, puisque la sixième place peut être européenne selon le gagnant de la Coupe de France. Clairement, on est revenu dans la bataille, on est à 3 points des grosses places. Maintenant, le goal average est mauvais, donc de toute façon, il faudra au moins 2 victoires d'affilée pour espérer revenir à hauteur des 4-5e places, ou au moins les dépasser. Donc là, il faut enclencher la mise en avant. On a joué pas mal de gros, donc maintenant on enchaîne quand même des équipes beaucoup plus à notre portée. Sauf que quand on joue ces équipes-là, on joue mal, ou on sait pas jouer, ou on n'a pas envie de jouer. Donc c'est vrai que là, la réception de Brest, elle doit être un déclic pour enquiller une série. Ça serait quand même bien. Maintenant, Brest nous a mis une bonne quille là-bas. Il faudrait quand même corriger le tir. Je pense qu'il y a une espèce de motivation pour corriger le tir. C'est vrai que depuis ce match-là, on s'est écroulé. Donc peut-être dans la psyché des joueurs, il y aura une envie de balayer cette erreur et de relancer la machine. Une autre conséquence, c'est la suspension de Frankowski, qui fait qu'il ne sera pas là contre Metz. On avait cru qu'il y avait un carton pour Medina, mais apparemment il n'y a pas de carton, donc Medina sera là. Ce qui veut dire que Aïdara va de toute façon jouer à gauche, mais qu'il sera remplacé sûrement par Machado, à moins que... Là moi je vous le dis, hein, si contre Metz Aïdara ne sort pas, Machado ne jouera plus de la saison. Parce que ça veut dire qu'il considère que Machado peut pas rentrer. Maintenant, je pense que contre Brest, il y aura peut-être possibilité que Machado rentre. Parce que je pense qu'il faudra lui donner du temps de jeu. Soit où il ira jouer avec la réserve, mais il joue pas avec la réserve. Donc je me dis que soit il est pas. Il est dans le groupe, mais il peut pas jouer ce qui est complètement con, enfin ça me semble bizarre de prendre une place, soit clairement c'est un choix du coach, parce que peut-être il privilégie Frankowski à Machado. Et voilà, sans Frankowski, je pense qu'on verra Machado face à Metz, et ça peut être intéressant. Et c'est là où il doit saisir sa chance, Daver. Là, il doit faire une rentrée où il doit être décisif. S'il est décisif, il peut prendre la place de d'Aïdara dans la hiérarchie. Aïdara, c'est quand même un cadre de l'équipe, donc c'est compliqué, mais je pense que malheureusement, avec l'élimination en coupe et sa grande blessure, Machado a perdu beaucoup, mais
Mais voilà, Francaise a dit que Machado n'était pas là pour jouer un an, donc je pense que c'est sur du long terme. Après, peut-être que Machado va vouloir aller à Toulouse, se faire prêter pour aller jouer parce qu'il n'a pas joué de la saison. Mais bon, il a été blessé longtemps, il est revenu qu'il y a 2 3 semaines, donc c'était quand même une grave blessure. Donc faut espérer que Machado soit à la hauteur quand il y aura Metz. Maintenant, il y a un enchaînement de matchs. Faut espérer que Saïd revienne. Je pense qu'il va revenir et c'était un petit peu trop tôt, je pense. Donc peut-être qu'il sera dans le groupe pour Brest. Maintenant, là, il y a des questions à se poser parce que s'il est dans le groupe, qui sort du groupe, Baldé ou Ganago? Bah, je suis pas persuadé que Baldé il est moins fort que Ganago en ce moment. Donc à mon avis, Ganago, il va sauter. Hein. Il va sauter. En tout cas, j'ai envie que le club enchaîne les victoires pour essayer de rêver à l'Europe, que ça devienne hyper excitant. Maintenant, un top 10, ça sera très très bien. Hein. Mais devant, il y a du lourd. Hein. Devant, il y a du lourd. Mais, je vous le dis, on a passé quand même quelques gros. Hein. Rennes, le PSG, Lyon, Nice, on a perdu, Marseille. Donc il reste plus que le PSG, que Lille. Lille et puis qui? Monaco. Lille et Monaco, je crois en gros. Après, il y a Strasbourg en confrontation directe, mais je parle en très gros. Maintenant, Strasbourg, c'est une grosse équipe. Hein, voilà, donc c'est vrai qu'on a passé quand même quelques gros. Donc maintenant, il faut essayer d'engranger les points face à des équipes qui sont plus à notre portée, mais il va falloir vraiment les secouer. Hein, les secouer. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a duré un petit peu plus longtemps. Peut-être parce que je suis dans le bureau, du coup je suis un peu plus à l'aise. Mais voilà, en tout cas ça sera plus à l'aise pour moi faire les vidéos, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui me regarderont de jour. À ciao les amis!